Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder la question des phénomènes atmosphériques. En effet, lors des deux précédentes vidéos, nous avions parlé de pression, d'humidité et de température, trois paramètres fondamentaux qui sont essentiels pour comprendre notre atmosphère, son fonctionnement et les grands phénomènes qui s'y déroulent. Ainsi, la question du vent, des ouragans par exemple, des tornades également, mais aussi du changement climatique sont liées notamment à ces questions fondamentales de mesure de notre atmosphère, mais également à d'autres processus que nous allons aborder aujourd'hui, que l'on qualifiera justement de phénomènes atmosphériques. Avant d'entrer spécifiquement sur les nuages, qui vont nous occuper un certain temps, nous allons parler d'abord des grands mouvements des masses d'air, à savoir l'ascendance et la subsidence. L'ascendance, de quoi s'agit-il? Concrètement, tout simplement du déplacement vers une altitude plus élevée d'une masse d'air. Ce que vous pouvez observer sur cette phrase toute simple. Ce déplacement se fait pour deux raisons distinctes, suivant la situation. On peut avoir un déplacement lié à la thermodynamie et un déplacement lié à la mécanique. Quelle différence entre les deux? Dans le premier cas, thermodynamique, on sera sur une élévation d'une masse d'air chaude. L'air, vous le savez, lorsqu'il est plus chaud est plus léger. C'est le principe qu'on retient notamment dans le cas des montgolfières, où justement l'air va être chauffé pour amener le ballon à s'élever. Ici, le principe est absolument le même. L'air chaud va tout simplement s'élever en altitude et l'air va se chauffer notamment au contact de la Terre. Le principe mécanique est un petit peu différent puisqu'on n'a pas forcément besoin justement d'un réchauffement, mais tout simplement d'un obstacle. C'est ce que l'on avait vu lorsqu'on avait fait ces différents exercices sur l'humidité. Lorsqu'une masse d'air va rencontrer un relief, par exemple, les Alpes ou l'Himalaya, cette masse d'air va être contrainte de s'élever, tout simplement pour franchir ce relief. Elle ne peut pas rester bloquée au pied du relief. Donc elle va s'élever progressivement pour franchir le relief. Dans d'autres circonstances, la masse d'air peut s'élever à cause d'un autre obstacle, peut-être un peu moins concret pour nous, mais néanmoins bien présent, c'est-à-dire une autre masse d'air. En effet, lorsqu'une première masse d'air en rencontre une seconde, l'une va passer sur l'autre. Tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas rester et occuper la même place ensemble. Souvent, la masse d'air chaude va passer justement au-dessus de la masse d'air froide. Mais on peut avoir une masse d'air un peu moins froide qui passe au-dessus d'une masse d'air un peu plus froide. Donc, on a toujours une question de température qui est bien présente, mais on a, vous le voyez cette fois, un franchissement d'un obstacle qui pour nous n'est pas physique, mais qui est bien présent malgré tout. Le phénomène inverse, c'est tout simplement la subsidence, c'est-à-dire un déplacement d'air vers le sol cette fois. Et tout ça participe à la création de cellules atmosphériques sur lesquelles nous reviendrons bien évidemment puisqu'elles sont essentielles pour comprendre justement ces grands phénomènes qui nous intéressent, notamment au niveau de la constitution des cyclones, des tornades, mais tout simplement aussi des différents vents qui soufflent à la surface de notre planète. Et ces cellules, on peut d'une certaine manière les interpréter, les comprendre de cette manière-là à travers ce schéma. Vous le voyez, l'air chaud qui va monter progressivement, tout simplement parce qu'il est chauffé par la croûte terrestre qui emmagasine de la chaleur dans le cadre de la journée. Cet air chaud va entraîner avec lui une certaine quantité d'humidité. On sera ici dans une zone de basse pression puisque le poids de la colonne d'air diminue avec cet air chaud qui est plus léger. Arrivé en altitude, l'air chaud va se décharger progressivement de son humidité puisqu'il va refroidir, ce qui va créer des nuages. Et c'est pour ça que dans des situations de basse pression, on aura très souvent des nuages. Puis, la masse d'air va se disperser, suivant les grands courants aériens. Se refroidissant, ces masses d'air vont ensuite redescendre. Et en redescendant, elles vont à nouveau se réchauffer par compression et aussi par rayonnement terrestre. Donc, toute une cellule qui s'opère entre les lieux où l'air chaud monte et les lieux où l'air froid va redescendre. L'air chaud refroidissant et l'air froid se réchauffant. Tout ça crée des cycles, des cellules atmosphériques qui permettent de comprendre justement l'origine des différents vents qui nous concernent. Mais nous reviendrons bien évidemment là-dessus un peu plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que si d'une manière générale c'est ainsi que fonctionne notre atmosphère, on peut avoir quelques exceptions. Et ces exceptions sont ce que l'on appelle les inversions thermiques. En effet, dans la troposphère, vous le voyez ici, la température a tendance à décroître avec l'altitude. Plus vous montez en altitude, plus il fera froid. Vous en avez tous déjà fait l'expérience. Lorsque vous partez de la plaine et que vous arrivez en montagne, vous aurez toujours un froid un peu plus marqué en montagne qu'en plaine.
Toujours ou presque, puisque dans certaines circonstances, effectivement, c'est la situation inverse qui se produit. On parle alors d'inversion thermique. Il va faire plus chaud en montagne qu'en plaine. C'est des phénomènes qui sont assez réguliers suivant les saisons, notamment dans nos régions particulièrement montagneuses. Et justement, ce phénomène d'inversion thermique peut être causé par différents phénomènes, différents facteurs un petit peu différents, et c'est sur ces éléments-là que nous allons nous arrêter quelques instants. Un premier scénario, c'est l'inversion de subsidence. Le principe est relativement simple, c'est ce qui se passe notamment dans le cadre des anticyclones tropicaux. L'air, nous l'avons vu, va être chauffé à un endroit, va monter dans l'atmosphère, va se diffuser, puis redescendre un peu plus loin. Là où il va redescendre, il va se comprimer et donc se réchauffer. Et en redescendant, il va piéger, suivant les régions, suivant la localisation de ces masses d'air, de l'air froid et va former d'une certaine manière un couvercle. En d'autres termes, on assistera bien à une situation d'inversion thermique puisque au niveau du sol, on aura de l'air froid, alors qu'un peu plus en altitude, on aura des masses d'air un peu plus chaudes liées justement à cette redescente, à cette compression de la chaleur. Autre possibilité, l'inversion de rayonnement. C'est quelque chose qui se produit assez fréquemment par nuit claire, puisque vous le savez, nous l'avons déjà abordé, nous en avons déjà longuement parlé, notamment lorsque nous avons abordé la question de l'équateur thermique. Les continents se refroidissent et se réchauffent beaucoup plus rapidement que les océans. En d'autres termes, pendant la journée, le continent va emmagasiner de la chaleur qu'il va libérer pendant la nuit. Or, comme on l'avait déjà traité dans le cadre justement de ce bilan radiatif, la chaleur n'est pas simplement absorbée puis libérée, elle va passer par différentes étapes, elle va être libérée dans l'atmosphère, stockée dans les nuages, puis renvoyée vers le sol ou vers l'espace. Or, par nuit claire, on n'a pas de nuages, ce qui signifie que la chaleur emmagasinée par le sol va rayonner, va être diffusée à travers l'atmosphère et jusqu'à l'espace. Donc on aura un refroidissement très rapide du sol, qui libère beaucoup d'énergie, et l'air à proximité du sol va se refroidir très fortement, alors que l'air d'altitude, lui, va se refroidir plus lentement, tout simplement parce que sa capacité, sa régulation, disons, se fait de manière plus lente. C'est ce que vous pouvez observer sur le schéma suivant, puisque cette diffusion de la chaleur va se faire de manière très importante au niveau du sol. On va perdre très rapidement de la chaleur au niveau du sol et beaucoup plus lentement dans les couches un peu plus élevées de l'atmosphère. Donc une inversion thermique liée justement au refroidissement de la Terre. Deux scénarios existent encore. Le premier, c'est l'inversion de front chaud. C'est ce que nous avons évoqué précédemment lorsque deux masses d'air se rencontrent ou lorsqu'une masse d'air en rencontre une autre. Ce qui est accentué notamment lorsqu'un front chaud se forme, c'est-à-dire lorsqu'une masse d'air chaude rencontre une masse d'air froide, puisque dans ce cas-là, le front chaud va s'élever au-dessus du front froid. C'est ce que vous observez sur ce graphique, très simplifié bien évidemment, mais assez explicite malgré tout. Comme l'air chaud est plus léger, il ne peut pas passer sous l'air froid. Il va donc entamer une forme d'ascension, passer au-dessus de la masse d'air froide qui, elle, va stagner dans les couches les plus basses. Et donc, si vous trouvez actuellement dans la masse d'air froide, vous avez de l'air chaud au-dessus de la masse d'air froide. Air chaud qui va progressivement avancer, bien évidemment, la masse d'air froide va être évacuée également, et à partir de là, on aura progressivement une masse d'air chaude qui va s'installer. Mais avant que cette masse d'air chaude s'installe véritablement, on restera dans une situation d'inversion de front chaud. Dernière possibilité, l'inversion va laisser un phénomène que vous connaissez certainement tous, puisqu'on est encore une fois dans une région qui est particulièrement concernée par ce genre de phénomène. On a beaucoup de vallées et le principe est encore une fois très simple. L'air froid, comme il est plus lourd, aura tendance à s'accumuler, se couler, se fondre dans les régions les plus basses. Ce que vous pouvez observer d'ailleurs de manière assez évidente sur ce graphique. L'air chaud va être bousculé, balayé par l'air froid qui va s'accumuler, qui va couler, un peu comme un cours d'eau au fond de la vallée, qui va former au fond de la vallée une masse beaucoup plus fraîche. Et c'est quelque chose que vous pouvez observer assez facilement pour ceux d'entre vous qui habiteraient plutôt dans les coteaux ou même en montagne. Vous avez tous certainement déjà vu ces nuages qui recouvrent la vallée, cette nappe de brouillard, de brume qui recouvre l'intégralité des régions les plus basses.
Et c'est assez amusant justement lorsque l'on est en plaine de pouvoir monter et de constater qu'à quelques centaines de mètres d'altitude, on passe au-dessus de ces nuages dans un ciel totalement bleu où le soleil brille abondamment, avec des chaleurs qui vont être un peu plus élevées qu'en plaine, là où finalement on se retrouve dans des régions qui sont couvertes et beaucoup plus froides. Donc inversion thermique liée cette fois plutôt à la configuration des lieux, configuration géographique, géologique même, puisqu'elle est liée principalement au relief. Voilà ce que nous pouvions dire justement de ces mouvements d'ascendance et de subsidence, mais également d'inversion thermique. Donc, des grands phénomènes qui sont intéressants en eux-mêmes parce qu'ils permettent d'expliquer certains phénomènes, à l'image justement de ces différences de température qu'on peut ressentir en fonction des régions, qu'on peut observer parfois sur les cartes météorologiques des différentes émissions qui sont proposées, où on a souvent cette surprise justement de voir qu'en altitude, il fera moins froid qu'en plaine. Mais c'est aussi intéressant parce qu'au-delà de cette simple circulation de l'air, tout ça va participer à l'explication justement des grands phénomènes qui nous intéresseront un peu plus tard. D'ailleurs, la prochaine fois, nous entrerons un peu plus spécifiquement dans la question des nuages. Qu'est-ce qu'un nuage, bien évidemment, mais aussi quels sont les différents types de nuages. Étape souvent un petit peu plus délicate puisque reconnaître les nuages n'est pas toujours évident, mais vous verrez que suivant les nuages, on peut déjà faire des prévisions météorologiques et on n'assistera pas toujours au même phénomène, ce qui peut être relativement intéressant. D'ici là, comme toujours, je reste à votre disposition si vous avez des questions quelles qu'elles soient et je vous souhaite une excellente semaine et à tout bientôt.